Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction. Bonsoir et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition express où nous allons parler des 4 premiers épisodes de la série Andor qui seront disponibles sur Disney+ à partir du 21 septembre. Le 21 septembre, c'est juste les 3 premiers épisodes, je crois. Mais nous, on a vu les 4 premiers épisodes, alors nous allons parler nous allons donner nos impressions des 4 épisodes. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi Sylvain. Salut Sylvain, ça va bien? Salut JF, ouais, ça va. Et Danny, ça va? Bonjour, bonsoir tout le monde. On a Sébastien numéro 1 qui est Sébastien Minou. Ça va, Seb? Ben oui. Bonsoir, bonjour tout le monde. Et Sébastien numéro 2, Monsieur Galano, ça va bien? Ça va, fatigué mais présent. Faites des enfants. Alors, comme je disais, on a vu les 4 premiers épisodes de la série Andor qui, je répète, qui est paru le 21 septembre. Alors, on va donner nos impressions des 4 premiers épisodes. On va donner une impression générale parce que lorsque les épisodes vont être diffusés sur Disney+, on va avoir nos épisodes critiques de chaque épisode qui va paraître. Alors, je commence avec toi, Sylvain, quelles ont été tes impressions générales des 4 premiers épisodes? Alors, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. On va le dire tout de suite, il se passe pas grand-chose dans les 3 premiers épisodes, mais justement cette ambiance très lente, très pesante, parce que la galaxie Star Wars à cette époque-là, c'est pas la fiesta tous les jours, m'enchante beaucoup parce que c'est très noir, c'est très dépressif. On prend le temps de nous montrer plusieurs personnages. On a la mise en place de petites choses qui peu à peu deviennent des grandes choses. Et moi j'ai beaucoup aimé. J'attendais pas beaucoup. J'attendais presque rien en fait de cette série. J'attends beaucoup par contre d'autres séries The Acolyte. Mais Andor, c'était un peu comme Obi-Wan, j'attendais rien. Et ces 4 premiers épisodes m'ont vraiment enchanté. Ouais, excellent. Et Danny, si on y va avec toi? Je suis très d'accord avec Sylvain. Personnellement, j'attendais beaucoup Andor parce que j'adore Rogue One, donc j'avais des attentes, mais la chose que je vais vraiment dire, te parler du rythme, Sylvain, je pense que c'est quelque chose que les fans de Star Wars du côté live action auront jamais vu. Dans le sens qu'on est habitué à des films, on est habitué à des séries séquentielles, donc chaque épisode a sa propre petite histoire avec un arc général. Ici, un peu comme on peut être habitué dans les grandes séries Game of Thrones, Breaking Bad, autres, ils prennent leur temps pour tout raconter. Du moins, c'est ce que les 4 épisodes, et surtout les 3 premiers, donnent l'impression. C'est qu'ils installent tout. Ils prennent le temps d'installer tout. On va apprendre sur Cassian Andor, d'où il vient. On va apprendre un peu. On va commencer à voir comment que la politique fonctionne. Comment que les secteurs, peut-être, essaient d'avoir le contrôle, puis comment l'Empire récupère tout ça. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu, donc c'est très intéressant de ce côté-là, sauf que c'est peut-être pas tous les fans qui vont aimer ça, dans le sens que c'est pas un rythme habituel, comme je disais pour Star Wars. Star Wars en général, c'est relativement rapide comme rythme, en fait, autant dans les films que dans les autres séries. Est-ce que ça va plaire à tout le monde? Je ne crois pas. Mais je crois que l'ambiance et qu'est-ce qu'on va apprendre sur l'univers Star Wars va compenser
pour le rythme que les gens ne sont pas habitués. Donc c'est ce que je dirais, parce que c'est un épisode sans spoilers, on peut pas aller trop loin, mais je dirais que ça va enchanter certains, et peut-être que certains vont dire « Oh, donnez la chance aux coureurs, je dirais. Ça va prendre peut-être un peu de temps avant que vous embarquiez dans Endor, mais je pense qu'on va tous être récompensés plus tard. » Et Monsieur Minot, de ton côté? Ben, moi, j'ai trouvé que ça avait un pacing très semblable à l'épisode 1, puis un peu la prélogie, justement, avec des certains rappels vers, justement, le côté politique de Star Wars là, qu'on retrouve dans ces films-là. Et oui, effectivement, il y a un tempo qui est... on voit que la série a été produite en 12 épisodes et pas juste en 6 là, comme plusieurs autres séries. Ça aide beaucoup avec justement la mise en place des personnages, de l'histoire, puis les explications et tout ça. On découvre de nouveaux personnages. Il y a plusieurs choses qui se passent qui laissent plusieurs bémols. Donc ça, je vous laisse découvrir ça vous-même. Mais oui, effectivement, il y a un tempo assez spécial. Puis je comprends pourquoi Disney ont décidé de sortir les 3 épisodes d'un seul coup. C'est comme, sans aller dans les spoilers, on peut dire quand même que c'est une mini-histoire en dedans de la grande histoire de Endor. Et que ça démarre la série de cette manière-là. Et que justement, ces 3 épisodes-là sont, je vais dire entre guillemets, là, essentiels l'un à l'autre. Et je pense que s'ils avaient sorti les épisodes un à la fois, ça aurait complètement fait déconnecter les fans là, de la série dès le départ. Ouais, il aurait comme perdu un genre de tempo. Ouais, effectivement. Les gens auraient pas voulu attendre une semaine là, pour savoir ce qui se passait, puis tout, puis s'arrêter comment c'est pas bon les 2 premières semaines, puis la 3e semaine, puis là, la 4e, on arrive, ok, c'est pas super, mais ouais, non, c'est ça, ça marchait pas, là, donc c'était une bonne décision, même si c'est une décision entre guillemets comme controversée. Là. Donc ouais, les 4 premiers épisodes nous donnent une bonne eau à la bouche pour le reste de la série. J'attendais un peu comme Danny, moi aussi, beaucoup cette série-là là, avec impatience parce que j'aime le temporel de l'histoire. Ça rajoute justement au lore de Rogue One. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que le futur nous réserve dans la fin de la première saison puis dans la 2e saison. Et j'espère sincèrement qu'on va revoir d'autres personnages aussi au fil du temps. Oui, parfait. Et Sébastien, de ton côté? Alors pour moi, Andor, ça a toujours été la série la plus sous-estimée en termes de hype par rapport aux autres. Moi, comme Danny et Seb, je l'attendais énormément parce que déjà j'aime bien Cassian Andor et pour moi c'est une série qui allait plus raconter la création de l'Alliance Rebelle plus que une histoire que sur Cassian Andor. Et c'est ce qui semble être le cas quand on voit un peu ces épisodes. Je vais pas revenir sur le rythme qui est très lent parce que je pense que vous avez tout dit à ce niveau-là. Mais pour moi, cette série, c'est un peu l'anti-Mandalorian. C'est-à-dire que si vous aimez les armures cool, les personnages mignons et la bagarre, voilà, c'est tout l'inverse que vous allez trouver sur Andor. C'est lent, il y a très très peu d'action pour le moment, parce qu'on voit quand même dans les teasers que après un moment ça va quand même déboulonner, mais on n'y est pas encore. Et avec ces 4 épisodes, moi j'ai l'impression d'avoir vu en fait l'introduction, vraiment l'introduction de l'histoire quoi. Même si les 3 premiers épisodes en fait effectivement racontent une histoire en tant que telle, mais le 4e épisode c'est encore un peu une intro et on sent que vraiment l'intrigue va vraiment démarrer au 5e. Quand je vois ça aussi, ces 4 épisodes, je me dis que en fait j'avais envie que ce soit une série sur Mon Mothma plus que sur Cassian Andor. C'est vrai. Parce que l'arc politique qui va être plus guidé par Mon Mothma me paraît vraiment très intéressant. On va voir de la politique un peu plus entre guillemets passionnante que le problème de la Fédération du commerce avec un blocus sur Naboo. Là, vraiment, ça va un peu mêler d'espionnage, vraiment des manigances politiques et tout. Ça a l'air vraiment très très bien réalisé. En plus, ça nous permet de voir Coruscant sous l'ère impériale, ce qu'on n'avait jamais vu avant. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Après, je pensais qu'on verrait plus d'aliens, des choses comme ça. Et les peu d'aliens qu'on voit, en fait, je me rends compte que, comme pour la série Obi-Wan, en fait, ils ont recyclé les costumes de la postlogie parce que c'est exactement les mêmes masques que les figurants de la postlogie. Donc voilà. Après c'est pas, moi ça me dérange pas plus que ça, mais
quand on connaît bien les films, ça saute parfois aux yeux. Voilà. Après, c'est vrai que le rythme est assez déconcertant. Je pense qu'il va falloir vraiment ça pour les gens qui vont pas accrocher au début, il va falloir vraiment qu'ils tiennent le coup jusqu'à l'épisode 5 au moins avant de juger la série. Mais en tout cas, je pense que Disney prouve qu'ils peuvent faire des séries intelligentes pour adultes. Et on ne pourra pas dire que Disney édulcore Star Wars avec ça, quoi. Ah non, pas du tout. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Pour moi aussi, c'était une série que j'attendais beaucoup. Rogue One, c'est le meilleur, sinon, c'est un des meilleurs, sinon le meilleur film de l'ère Disney pour le moment, Star Wars. Puis je crois de savoir que Tony Gilroy était impliqué dans la série. C'est lui qui, c'est pas lui qui écrit tous les épisodes, mais c'est lui qui est comme qui dirige la série. Donc ça donnait beaucoup d'attentes. Et vraiment, j'ai pas été déçu. Je vais pas revenir sur le rythme là. Moi, je pense que c'est quelque chose que Star Wars avait besoin avec comparativement aux autres séries. Et comme tu as dit, Seb, que c'est un peu plus adulte. On le voit, hein, c'est moins, c'est pas enfantin, tu sais, comme Mandalorian, le côté pour les femmes et le côté un peu plus enfantin avec Grogu, Boba Fett, ben vu que ça se mélange un peu, donc c'était plus ce côté-là. Là, on sent vraiment. Il y a zéro humour, il y a zéro blague. Non, il y a encore moins d'humour que dans Rogue One, quoi. C'est le royaume de la dépression, ces trois premiers ben, c'est ça, c'est comme on voit vraiment comme le côté sombre de la galaxie, surtout sous l'emprise de l'Empire et tout. Une chose que je sais qu'on n'a pas parlé, que moi, pour moi, ça a sauté aux yeux. Ça paraît que la série n'a pas été filmée dans le volume. Hein, ça a été filmé au studio de Pinewood ou sinon ça a été filmé c'est en Écosse. C'est ça. La différence est vraiment frappante comparativement à ce qui est filmé dans le volume, parce que dans le volume, tu le vois, tu sens que c'est restreint pareil, mais pas cette fois, pas dans cette série-là. On a vraiment ce côté cinématographique, je trouve qu'on voyait pas avec, qu'on n'a pas vu avec les autres séries jusqu'à présent. Donc, pour moi, c'est déjà pour moi mieux côté visuel de ce qu'on a vu. La photographie est excellente, en fait. Tu le vois que ça a un feeling c'est du cinéma. C'est du réel. C'est du réel comparé à des images virtuelles. Mais alors, pour ce coup-là, je vois bien. Mais comme disait Sébastien, il y a aussi dans la réalisation énormément de recyclage de costumes d'aliens, de vêtements, d'accessoires, où il y a même des camouflages d'armes réelles, parce que Lucasfilm vient d'introduire les AK-47 dans Star Wars, hein, quand même, on va le dire direct. Donc, oui, effectivement, c'est pas fait sur le volume, enfin, c'est pas tourné devant le volume et il y a du réel, mais d'un côté, sur certains trucs, ils y vont à la truelle, hein. J'espère que toutes les scènes d'effets spéciaux, les grands paysages sur Coruscant, les scènes d'ascenseurs de 178 étages, où les vaisseaux qui se déplacent dans l'espace seront de très bonne facture, parce qu'il y a quand même de temps en temps, par moment, certains petits détails qui, moi, me font typiquement, hein, alors, je ne spoile pas puisqu'on les voit dans la bande-annonce et dans les images. Moi, typiquement, les 4 campeurs avec leur AK-47 à moitié camouflés, moi, ça m'a fait littéralement sortir de la scène, à tel point que je me rappelle même plus de ce qu'ils ont dit, en fait. Je n'avais que le focus sur les AK. Mais moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup? Tout ce qu'on a parlé, l'ambiance impériale, l'ambiance de la peur, de l'oppression de l'Empire, tous les lieux qu'on voit, la majorité, puis le peuple se lève sans aller trop loin, mais ils sont ensemble pour... ils ont peur vraiment de l'Empire. Et puis, t'as aussi un peu l'interaction entre
ceux qui ont l'autorité, l'Empire, et ceux qui veulent l'autorité ou qui veulent plus d'autorité, un peu, qui donnent vraiment deux pôles ceux qui essaient en fait de garder l'autorité, puis si ça fonctionne pas, ben too bad l'Empire, vous avez eu votre chance, et puis... Et ce qui est étonnant aussi, c'est que tu parles de l'emprise de l'Empire, mais dans les 3 premiers épisodes, l'Empire est pas très présent. Non. Non, l'autorité est représentée par d'autres personnages. Ouais, voilà. Mais tu entends parler de l'Empire, tu sens la... Je veux dire, visuellement... il n'y a pas de Stormtrooper. Je peux dire un truc, je sais pas si c'est un spoiler, et au pire, on peut biper... Ouais, pas de problème. Moi, je penserais pas qu'en 4 épisodes, on verrait 0 Stormtrooper. Je suis assez étonné de ça. Voilà. Ouais, c'est comme la police locale qui est en charge de... Ouais, exact. C'est comme la police de secteur, là, si on peut dire. Ouais, c'est ça. Traitant un peu. Ouais. C'est les Alexandre Benalla des Stormtroopers. Non, ça, puis mais quand même, les moments qu'on voit de l'Empire, c'est des moments quand même marquants parce que, je vais le dire sans le dire, ils introduisent quelque chose qu'on a beaucoup entendu parler, puis que là, finalement, on le voit. C'est dans la bande-annonce, donc c'est pas vraiment... Ouais, mais le détail est comme... Oui. Là, on a la confirmation dans l'émission, c'est ça je veux dire. Que c'est bien ça. Donc, c'est ça. Donc, ça, ça fait un chaud au cœur, surtout aux fans de longue date, là. Mais ouais, on ressent définitivement cette oppression impériale-là à travers tous les systèmes. Puis, justement, on voit que c'est pas juste une petite planète à la fois. Là, on voit que c'est vraiment... C'est global. La pression de l'Empire est globale et descend à tous les échelons. Que tu sois un puissant industriel ou un petit ferrailleur, t'as la pression de l'Empire directement ou indirectement, et c'est ce qui c'est vraiment le truc le plus flagrant de ces 4 épisodes. Tu ressens vraiment la présence de l'Empire sans le voir. Les premiers vrais impériaux, on les voit à l'épisode 4, si je dis pas de bêtises. Et rien avant. Et c'est vraiment ça qui est spectaculaire, parce que les personnages n'arrêtent pas de parler de l'Empire, réagissent en fonction de cette pression de l'Empire, et comme vous le disiez, le peuple essaye pas forcément de se soulever tout de suite, mais de se protéger. De se protéger les uns les autres. Alors ça marche pas beaucoup, souvent, mais ils essayent quand même. La rébellion, d'une manière générale, est déjà présente, quoi. Et j'ai trouvé que c'était la série, elle te montre un peu la vie de Monsieur et Madame Tout le Monde dans Star Wars. C'est la série qui te montre le plus, de manière la plus réaliste, comment ça se passe au quotidien de l'univers Star Wars quand il se passe pas grand chose, faut dire. Et on voit même par exemple un personnage qui va manger avec sa mère dans un appartement. Voilà, il se passe pas grand, mais on voit comment c'est, voilà, des choses comme ça. Où il y a un personnage qui prend un bus. On voit comment ça sont les transports en commun dans Star Wars, comment c'est dans un bus là-bas. Et voilà, c'est plein de détails qui ajoutent du lore, enfin de la matière au lore de la saga. On voit aussi beaucoup mais on découvre des choses du quotidien, de notre quotidien dans l'univers Star Wars. On voit même aussi du quotidien dans la fonction publique impériale, ce qui est très très similaire à notre vie réelle. Il y a certains fonctionnaires au Québec ou en France, ça va leur rappeler des trucs, quelques petites scénettes. Ah, mais j'ai une question pour vous. Tu sais, on a parlé des 3 premiers épisodes, comment c'est très lent. C'est quoi? C'est peut-être 2 jours qui se déroulent dans les 4 premiers épisodes. On sait que la première saison couvre 1 an. Est-ce que vous vous attendez à ce que les choses se mettent à accélérer dans les prochains épisodes, qu'on va sauter des périodes de temps? Parce que là, c'est ça, comme je disais, les 4 premiers épisodes couvrent peut-être quoi? Quelques jours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 5e va suivre le 4e au niveau de la temporalité. Mais on aura peut-être 4 arcs de 3 épisodes. C'est ce que j'allais dire. Je pense que on va avoir en tout cas comme tu viens de le dire, on va avoir un gros trou en fait dans la saison, entre 2 arcs, un grand avance rapide,
parce que, sans spoiler, on voit le début de l'aventure. Et donc, à mon avis, on va avoir cette comment ça s'appelle ça, ce saut temporel dans les séries. Une ellipse temporelle. Une ellipse, merci. Et on va retrouver des personnages quelques mois plus tard avec plus d'expérience, parce que là, globalement, c'est vraiment le début du début de Cassian. Oui, l'épisode 3, c'est vraiment le pivot entre l'origine et OK, on devient un rebelle. Vraiment. Je serais vraiment pas surpris qu'on voit peut-être un épisode dans le futur comme 6, 7 ou 8, là, où c'est comme... ça commence dans une certaine situation, puis là, ben, ils vont nous mettre un... Comme, tu sais, comme Cassian va faire comme... Ça fait 8 mois que je suis ici, puis là, c'est comme 8 mois auparavant. Mais c'est surtout, si je dis pas de bêtises, dans la bande-annonce, on le voit à un moment avec un costume impérial. Donc je pense que ça pourrait aussi être intégré du coup là j'imagine, hein, je sais pas, et donc m'accusez pas de spoil, mais on a besoin que le petit pépère il sache manier les armes, il ait un entraînement militaire, on va le faire passer pour quelqu'un d'autre et on va l'envoyer à l'école impériale du coin pour que il fasse ses classes. Ça se déroule en un an, en un an ça me paraît short. Hein. Ah, pour apprendre à manier une arme, ça suffit. Hein. Et je pense que quand tu c'est 6 mois les qualifications de base. Quand tu revois l'épisode 4, tu sais quand est-ce que va se dérouler cette scène où il en a. Oui, c'est très bientôt. Ouais, c'est le 5. Pour moi, c'est dans le 5e. Mais comme tu disais, Sébastien, le côté politique pour moi va être ultra intéressant. Je pense qu'on entend m'a parler dans l'annonce, il me surveille tout le temps. Tu vois tellement la pression qu'elle a sur Coruscant dans le Sénat et tout, c'est ridicule. Tu te demandes comment elle l'a fait pour survivre à ça. Et j'ai hâte de voir. Et on apprend, c'est pas vraiment un spoiler, mais il y a un de ses très 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 proches, parce qu'on découvre un peu l'intimité de Mon Mothma. Et ça c'est cool parce qu'on savait rien d'elle en fait. Voilà. Et il y a un personnage qui est vraiment lié à elle et on se dit voilà, est-ce qu'il y a un de ses proches, est-ce qu'il va la trahir, est-ce qu'il va pas la trahir. Et rien que pour ça là, il va y avoir un moment dans la saison, il y aura un dîner. Et je pense que moi j'ai hâte de voir ce dîner, voir ce qui va s'y passer. Le dîner de con. Qui est le traître? Non, c'est le dîner de pion, Danny. Ok, ouais. Ok, écoutez, je pense dernière chose que je vais vous demander, c'est, après avoir vu les 4 premiers épisodes, qu'est-ce que vous espérez voir au courant du reste de la saison? Qui va en premier? Vas-y, toi. Ok, j'ai l'impression qu'on va voir des segments de mission. Donc, autant comme Sébastien dit, des arcs, 4 arcs de 3, j'ai l'impression que chaque 3 arcs va nous amener à une évolution de Cassian Andor. Et la même chose en parallèle, en politique, on va voir des avancements. Peut-être pas parallèle avec qu'est-ce que Cassian Andor fait, mais un peu dans la même période, parce qu'on a besoin de voir qu'est-ce qui se passe du côté de l'Empire, puis je pense qu'on va le voir plus du côté politique, parce qu'on voit aussi une section de l'Empire qu'on n'est pas habitué une division de l'Empire qu'on n'est pas habitué de voir. J'ai hâte de voir comment que eux fonctionnent. Et puis on va voir l'évolution. Eux vont sûrement regarder un peu qu'est-ce qui se passe sur Coruscant, puis ils vont peut-être découvrir certaines choses. Puis du côté de Cassian Andor, on va voir le côté de la rébellion. Donc ça va être super intéressant. Moi j'ai hâte de voir les deux côtés. Écoute, ça m'intrigue énormément tout ce qu'on va apprendre. Donc je sais pas. J'ai tellement d'attentes que je sais pas où où mettre mon attention. Ok, Sylvain, si je vais avec toi. J'attends K2SO. Saison 2. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est officiel en plus. Hein, donc c'est... Ouais. Non, j'attends d'en avoir plus en fait. Effectivement, le côté politique avec Mothma, le côté rebelle pur, espion, agent secret avec Andor. J'ai hâte de voir la suite sans avoir de choses réellement définies sous la main.
la série me disait rien. Là, elle m'intrigue beaucoup, elle m'a appâté. Maintenant, je veux voir le reste, quoi. Et on sait où la série s'en va à la fin de la saison 2, mais entre les deux, on connaît rien du tout. Ouais, mais c'est vrai que ce côté thriller politique que je m'y attendais pas, ce ton sérieux me plaît beaucoup là. Après plusieurs productions de séries Disney ou films, un peu à la Gun, Beast to Fly, là ils m'ont appâté là, les saligots. Et Sébastien Minou? Je suis très d'accord avec ce que Seb disait, qu'on risque de voir 4 arcs de 3 épisodes. Je pense qu'on vient d'en voir un vraiment plus axé rebelle, petite personne de l'univers Star Wars. Puis là, on va voir plus, comme dans les 3 prochains épisodes, la haute société de Coruscant, le côté politique plus profondément. Sans découper là, complètement, on va quand même voir ce qui se passe avec Cassian et ses compadres. Mais je m'attends à ce que ça soit comme un peu miroir comme ça, là, puis que après le 6e épisode, bon, pour l'épisode 7, 8, 9, on va se ramasser encore avec quelque chose de plus gritty, plus rébellion, puis que 10, 11, 12 va revenir un peu vers la montée des impériaux là, au sein de la galaxie. Ceci étant dit, je vais faire un Seb Crazy Theory pour qu'est-ce que j'attends de voir dans la série. Étant donné là où ça se passe, au moment où ça se passe, ben j'espère qu'on entende parler de Delta Source. Oh. Ouais, je pense que ça, c'est mort et enterré. Ils vont peut-être le ramener. Mais justement, Danny, c'est mort, c'est enterré. Donc, ça peut être utilisé. C'est sûr. Donc, non, mais c'est ça. Donc, puis je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais oui, je suis d'accord avec Sylvain aussi au niveau des à côté de la vie de Mon Mothma. J'ai hâte de voir où ça va s'en aller parce que, sans spoiler, les personnages autour d'elle, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais pas du tout. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va arriver de ce côté-là. Et M. Galano? Moi, j'espère qu'à partir de l'épisode 4, du coup, on va rester sur un rythme 50% Cassian, 50% Mon Mothma. Parce que vraiment, l'arc Mon Mothma, je trouve que c'est hyper intéressant et j'ai envie de voir avec elle la création de l'Alliance Rebelle, avec quel sénateur ou quel espion elle va s'allier pour monter un peu son réseau et recruter un peu une armée, hein, et faire ça sous le dos de Palpatine. Et en parlant de Palpatine, ce serait pas mal de le voir au Sénat. J'aimerais bien voir une séance du Sénat avec Palpatine en mode empereur. Ce serait rigolo. Voilà. Mais moi, vraiment qu'on reste sur 50% espionnage, 50% politique jusqu'au bout. Et voilà, ça me plaît. All right. Moi, c'est les mêmes choses que vous. La seule chose que j'ajouterais, moi, je veux voir aussi ce genre de prise de pouvoir de l'Empire. Comme on voit que chaque officier a son propre agenda. Hein, ils ils sont comme assoiffés de pouvoir, donc ils sont prêts à se trahir l'un l'autre. Ce qu'on a commencé à voir dans l'épisode 4. Donc, j'espère que on va continuer à voir ça dans les prochains épisodes. Et j'espère que la série va être assez bonne pour que Disney réalise qu'il y a un public pour ce genre de série-là. Parce qu'on en veut d'autres de ce genre-là. Ouais, c'est vrai que j'espère que la série aura beaucoup de succès pour envoyer un signal. Parce que ce sera pas que Lucasfilm, mais ce sera vraiment aussi Disney. Que ça les fasse tilter. Parce que des séries longues de 12 épisodes où ils prennent le temps d'installer les choses avec un ton plus sérieux, moi je suis pas contre. Même s'ils peuvent refaire le livre de Boba Fett dans le même ton, moi je suis pour, je suis prêt à péter. Il y a une rumeur de saison 2, donc peut-être qu'on aura une vraie saison 1 de Boba Fett. Non mais déjà, regarde déjà, ils refont toutes les scènes dans le désert. Là, ils vont les refaire réellement en sortant d'un studio. Moi, ça me va. Hein. Là, je suis sûr qu'on va gagner en qualité.
Alright, bon ben merci messieurs. Donc je vous rappelle que les 3 premiers épisodes de la série Andor vont paraître sur Disney+ à partir du 21 septembre. Donc le 21 septembre, nous allons voir nos épisodes de Quoi de neuf Star Wars qui vont devenir des épisodes critiques de Andor. Donc le 21 septembre, nous allons avoir un épisode sur les épisodes qui vont avoir paru sur Disney+, donc les 3 premiers épisodes. Alors, écoutez, de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Celui-là, c'est un incontournable. Oh, ce mash-up, il est parfait. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Ça serait hyper cool dans ta pièce Star Wars, non ? Alors, un pour toi, et un autre pour toi. Visitez notre boutique et merci de votre soutien.